c'est avec vous, Stéphane Corcus. C'est un hasard, vous êtes maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au Centre d'études linguistiques, langue, société, corpus à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Je vous ai invité parce que lundi 9 dernier, donc, Jimmy Lai, 78 ans, fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily, a été condamné à 20 ans de prison pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse par un tribunal de Hong Kong. Pour les défenseurs des droits humains, c'est un jugement qui sonne le glas des libertés dans ce territoire. C'est un véritable symbole. Je vous propose tout d'abord de nous dire qui est Jimmy Lai et qu'était ce journal Apple Daily. Alors Jimmy Lai est à l'origine un réfugié chinois. Il est né en Chine continentale, il n'était pas hongkongais. Il est arrivé à Taïwan à Hong Kong dans les années 60, pauvre, sans rien. Et il a commencé à travailler comme beaucoup de Chinois qui ont émigré à Taïwan, comme Li Ka-shing par exemple, qui est l'un des plus riches ou le plus riche. Voilà. Ils sont arrivés avec rien du tout. Et Jimmy Lai donc de petit business en petit business, a commencé à travailler dans la presse. Il a fondé Next Media. Et puis, c'est devenu un empire qui, très rapidement, s'est rangé du côté des mouvements démocratiques qui ont commencé, à être vraiment actifs plusieurs années après la rétrocession, quand on s'est rendu compte que la Chine commençait à prendre une vraie emprise sur tout le système. Voilà. Et du coup, Jimmy Lai s'est converti au catholicisme, il a fait pas mal de pas vers la culture occidentale. Ça a sans doute beaucoup joué dans ses options démocratiques. Et puis, il a complètement soutenu, grâce à ses médias, et notamment Apple Daily, qui existent en chinois et en anglais, les mouvements démocratiques dès le début des années 2000. Voilà, c'est une condamnation, mais c'est une condamnation pardon, qui marque un vrai basculement. Alors, le mouvement était hélas en cours, mais ce n'est pas du tout à cela que la Chine s'était engagée. Oui, en effet, la Chine s'était engagée à respecter les 50 ans de système le système pendant 50 ans. Et puis, il est difficile actuellement de savoir si effectivement c'était un double jeu de Deng Xiaoping en 84 ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que double jeu ou pas à l'époque, les générations de leaders ont changé en Chine. Et aujourd'hui, avec Xi Jinping, la question ne se pose pas trop. Il faut affirmer la souveraineté, répondre aux pressions internationales avec l'honneur de la Chine. Et Hong Kong, c'est une partie de la Chine, point barre. C'est pas beaucoup plus compliqué à comprendre. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, on ne parle plus d'un pays de système. Les dernières fois où Eh oui, on en parce a que parlé, c'était ça, en fait, la promesse. c'est ça. En fait, les dernières fois où la Chine en a parlé, en gros, c'était en 2019 pour dire, pendant la répression des événements, pour dire, mais nous défendons, nous protégeons un pays de système. Alors que c'était ridicule. Mais on n'en parle plus aujourd'hui. Les choses sont faites. Hong Kong est avalé. Et je vois dans les réactions internationales suite à cette condamnation du 9 février que... hélas, il y a eu beaucoup de réactions, mais pas de sanctions, aucun effet. Sanctions, c'est-à-dire. Disons, il n'y a pas eu de... Vous voulez dire la communauté internationale Voilà. n'a pas réagi, oui. Beaucoup de pays ont réagi, mais très mollement. Le Premier ministre britannique est allé en Chine récemment. Il a été beaucoup critiqué pour ne pas en avoir parlé. En fait, il en a parlé, semble-t-il, mais très légèrement. Voilà. Il y a eu des réactions de la France ? Pas que je sache, j'aurais dû vérifier pour ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça montre que la Chine, aujourd'hui, elle est capable de faire le ménage chez elle, entre guillemets, si je puis dire, dans une conception très 17e siècle de la souveraineté qu'on a fondée en Europe. C'est-à-dire, dans mes frontières, vous n'intervenez pas. Et elle est vraiment bloquée là-dessus. Alors, il y a encore des différences ténues entre Hong Kong et China Mainland et la Chine continentale. Par exemple, le système de paiement qui est très liberticide n'est pas en vigueur à Hong Kong. Il doit y avoir d'autres nuances aussi. Il y a sans doute encore pas mal d'influences internationales à Hong Kong, notamment par exemple dans le domaine des films et du domaine de l'entertainment, les médias. Voilà, les médias culturels, j'entends. La presse politique n'a plus du tout d'espace pour contester.
Voilà. Bon, c'est vrai aussi que c'est plus cosmopolite, que là aussi, la Chine, continentale. Ça reste, quand même, quelque chose, d'important. Oui, absolument. Ça reste un point de passage, mais les Chinois ont fait en sorte que les influences extérieures telles que celles de Taïwan, qui sont cruciales, ne puissent plus venir à Hong Kong. C'est-à-dire que avant, Taïwan était vraiment un point de passage. Hong Kong, pardon, était un point de passage. Et les militants pour la démocratie de Taïwan, ceux qui avaient lutté contre le Kuomintang, mais aussi qui dénoncent la Chine, etc. L'alliance du thé au lait, tous ces gens-là se retrouvaient ou passaient à Hong Kong, ils peuvent plus y aller. Alors, il y a eu une petite Ils peuvent plus fenêtre. y aller, c'est-à-dire ils Ils peuvent n'obtiennent plus plus de passer à visa. Hong Kong. Voilà, ou alors ils sont coincés à la douane, à l'aéroport. Et de même, les Hongkongais qui ont pu s'échapper à toute fin de la répression, euh, une partie sont partis à Taïwan, où ils ont continué leur activité. Donc il y a une petite communauté d'opposants hongkongais à Taïwan, mais c'est terminé, ils peuvent plus sortir. Mmh. Bon, sur le plan, cette fois-ci des libertés, alors liberté de la presse, liberté académique. Alors là aussi, il y a une différence importante à Hong Kong, c'est qu'il est possible d'avoir accès aux services, internet, du monde entier, ce qui n'est pas le cas en Chine continentale. On ne peut pas avoir WhatsApp, on ne peut pas avoir Google, on peut encore y avoir accès à Hong Kong. Oui, absolument. En fait, le problème qui se pose à Hong Kong, c'est vraiment une question très passionnante, très intéressante. C'est que la question, c'est que il y a un couvercle avec la loi de sécurité nationale, donc on sait très clairement ce qu'on ne peut pas dire. Voilà. Pour le reste, il y a beaucoup plus de liberté, effectivement, mais il ne faut pas oublier que les Hongkongais, beaucoup de Hongkongais sont quand même d'origine chinoise, que même Hongkongais, citoyens hongkongais, euh, pour eux, quand même, la Chine, c'est une source culturelle, une origine culturelle, sans parler d'eux comme des patriotes chinois, etc. Euh, on n'a pas forcément envie de bâtir tout un discours de sciences politiques ou d'études culturelles ou d'études filmiques, etc., qui va critiquer la Chine. Donc en fait, il y a une forme d'autocensure qui est liée aussi à l'identification culturelle. Et ça fait beaucoup plus il y a même beaucoup plus de limites que la loi de sécurité nationale. On va écouter Jimmy Lay, un extrait de sa dernière interview en tant qu'homme libre. Il suspectait que la police allait l'arrêter plus tard dans la journée après cette interview. Donc c'était le 16 avril 2021 et c'est une source BBC. You know, if they can induce fear in you, that's the easiest way to control you. Je It's the traduis. cheapest Vous way to savez, s'ils control you peuvent and the induire la most peur effective. en vous, c'est le meilleur And moyen they de vous know it, and they're contrôler, very, c'est le moyen le moins very cher de effective. vous contrôler, le plus efficace, et ils le savent, et ils sont très forts à ce jeu-là. Un commentaire à ce sujet, Stéphane Corcuff. Il a décrit là, en quelques mots, l'un des pouvoirs les plus puissants du totalitarisme. C'est-à-dire que le totalitarisme, comme toutes les dictatures ou les États autoritaires, il faut bien distinguer les deux, je crois, sont capables de poursuivre, pourchasser, emprisonner, torturer. Tout ça, c'est dans leur corde. Mais le totalitarisme, il arrive à faire en sorte que l'individu sait lui-même, alors non pas exactement où est la limite, mais sait qu'il ne doit pas franchir des limites floues, improbables et émouvantes, notamment parce que demain, on peut lui reprocher ce que le parti lui a demandé de faire aujourd'hui. Et donc, avec la succession des répressions, de la peur, les gens finalement ne veulent plus penser de manière autonome et se contrôlent eux-mêmes. Et ça, c'est, comme il le dit, le plus grand succès de ces régimes. Alors qu'est-ce qui reste de la presse libre ou du travail des journalistes à Hong Kong? Ça dépend des sujets. Sur les sujets qui concernent sur les sujets sensibles, la liberté à Hong Kong, évidemment, on n'a plus rien. Les journalistes sont partis, ou alors ils se sont tus, ou ils ont changé leur discours. Pour le reste, évidemment, tout ce qui est culturel, économique, etc., la presse reste vive et sans problème. Parce qu'on sait très bien ce qu'on ne peut pas dire, et ce qu'on ne peut pas dire, et ce qu'on peut ne pas dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple? Est-ce que l'on peut critiquer l'économie, la manière dont celle-ci est dirigée, la politique à cet égard? À Hong Kong À Hong Kong. oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est une marge de manœuvre que la Chine et le gouvernement Hong Kong sont obligés de laisser
parce que sinon tout exploserait. C'est-à-dire tout Ben, exploserait. les gens ils ont vécu cette transition de l'époque britannique à ce qui a suivi après sous les 2 présidents chinois, puis aujourd'hui. Donc ils ont une mémoire encore vive de ce qu'était leur liberté, entre guillemets, sous l'espace colonial et sous l'espace communiste. Donc si on leur retirait des espaces d'évasion comme la culture, ou de discussion sur des sujets politiques qui ne mettent pas en cause la légitimité du parti communiste à gérer la Chine ou Hong Kong ou le mode d'élection, s'ils ne pouvaient même pas dire ça, ils n'auraient plus rien. Et donc, il est possible que les structures de la société civile à Hong Kong reprennent le flambeau de la résistance, même si elle a été violemment éradiquée. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer que le pouvoir va s'en tenir là? C'est-à-dire, par exemple, donc, sur Internet, sur Alipay, le système de paiement, est-ce que vous pensez que Hong Kong demeurera encore un îlot? De toute façon, les 50 ans seront bientôt terminés. Donc, l'intégration des 2 systèmes, des 2 modèles est progressive. Et effectivement, je ne vois pas comment les formes de paiement qui sont induites par le développement économique et l'importance du marché de l'entertainment dans la vie des gens ne conduiraient pas à une convergence des systèmes. Je pense que ça va arriver. Donc, vous êtes pessimiste sur l'évolution d'Hong Kong. Absolument. Merci beaucoup Stéphane Corcuff. Vous êtes maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po, Lyon, chercheur au Centre d'études linguistiques Langue, Société, Corpus à l'Université Jean Moulin. Dans quelques instants, on va évoquer